Près de 125 morts hier dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Au moins 350 ces 3 derniers jours et 19 mois. 19 mois après le 7 octobre, voilà l'État hébreu qui relance une offensive terrestre dans la bande de Gaza. L'État hébreu qui envoie ses chars et ses fantassins. On va prendre la direction de Tel Aviv. Vous nous attend notre correspondante Bethsabée Salem. Bonjour Bethsabée. Vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Bonjour. De quelles informations disposez-vous exactement? Quelle est l'ampleur de cette offensive terrestre que lance l'État hébreu? En fait, l'annonce de l'armée, ce communiqué d'il y a quelques minutes à peine, dans lequel l'armée confirme effectivement qu'une opération terrestre a commencé, ça ne signifie pas que l'énorme opération terrestre d'envergure qui pourrait commencer d'ailleurs d'un jour à l'autre a commencé. Ça signifie juste que les forces de Tsahal sont entrées dans Gaza, qu'elles sont prêtes dans Gaza et qu'elles sont prêtes à rentrer, vraiment à occuper du territoire, à passer à l'étape suivante. Mais ça veut dire que cette opération terrestre d'envergure, elle n'a pas encore commencé, qu'on peut encore arrêter l'armée. Et qu'est-ce que ça veut dire à Doha, là où il y a des négociations directes en ce moment entre Israël et le Qatar? Ça veut dire qu'il y a encore une chance qu'un accord soit trouvé. Peut-être pas un accord global avec la fin de la guerre, parce que pour cela, ça voudrait dire que le Hamas soit prêt à se désarmer, que ses dirigeants partent en exil. Ça serait plutôt un accord global, selon plusieurs sources citées par les médias israéliens ici. Et s'il y avait un accord global, eh bien, l'armée mettrait fin, bien sûr, à ces opérations. Ce qui est sûr, c'est que les prochaines heures sont décisives. Bethsabée Salem, en direct de Tel Aviv. On est sur ce plateau avec Marc Semo. Marc Semo, je le rappelle, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sans question autour de la géopolitique et forcément le Proche-Orient, c'est une des zones que vous observez. Voilà, on a entendu Bethsabée Salem. On a des informations qui nous viennent également minute après minute en réalité d'Israël, l'armée israélienne qui annonce véritablement être sur le point de lancer une très grande opération, et elle dit qu'elle l'a lancée, cette grande opération. Elle dit qu'elle a lancé une opération. Avec des chars et des fantassins. Et à côté de ça, Bethsabée, notre correspondante, faisait référence à ces pourparlers qui avaient repris à Doha au Qatar, entre d'une part le Hamas et d'autre part M. Netanyahou et Israël, qui pourraient conclure un accord de fin de cette opération. Comment est-ce qu'on fait le tri? Faites-nous les sous-titres entre ces informations qui sont extrêmement contradictoires. Cette pression avec la menace d'une opération de grande ampleur et d'une réoccupation de la bande de Gaza, qui avait été évacuée par Israël en 2005 à l'époque d'Ariel Sharon, et brandie par Netanyahou depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, c'est évident que c'est un moyen aussi de faire pression sur le Hamas pour arriver à ce qui serait un cessez-le-feu à Gaza. Alors, ce qu'exigent les Israéliens, notamment, outre un certain nombre de garanties territoriales, de contrôle notamment des frontières avec l'Égypte, c'est aussi le fait que le Hamas parte en exil, comme jadis Arafat avait quitté en 1982, après la guerre du Liban. Après la guerre du Liban. Vers la Tunisie. Voilà, qui s'en aille et que... Sur un navire français. Voilà. Et voilà, c'est une hypothèse. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'une partie de la coalition de Netanyahou, notamment l'extrême droite, rêve de réoccuper Gaza. Ça a toujours été un des grands thèmes de l'extrême droite israélienne. Militairement, stratégiquement, c'est extrêmement difficile. Et surtout, politiquement, c'est actuellement à peu près suicidaire en un moment où Israël est toujours plus isolé et surtout, les rapports avec Donald Trump deviennent de plus en plus tendus. Et c'est une question que je voudrais vous poser, Marc Semo. Encore une fois, je rappelle les chiffres qui sont effroyables. 125 morts seulement hier dans des bombardements israéliens. 70 à 80% sont des victimes civiles, des femmes, des enfants, des vieillards. En moins de 3 jours, c'est 350 morts. Donc il y a une pression militaire qui est extrême. Il y a une situation de blocus humanitaire. Les Palestiniens innocents souffrent de ces bombardements israéliens dans des proportions qui sont incroyables. Vous le rappeliez, le Hamas ne lâche pas les armes, mais à quelle fin, encore une fois, quel est l'objectif ultime en réalité que poursuit Benjamin Netanyahou? C'est vraiment en réalité de se débarrasser du Hamas ou de réoccuper sous la pression de sa coalition la bande de Gaza? Le problème est justement là. On ne sait pas quelle est la fin de cette guerre et c'est enclenché un processus de guerre sans fin. Et une des choses qui est en train de faire bouger Netanyahou, c'est justement ses relations avec Donald Trump. On est dans une situation paradoxale où Donald Trump, que l'on disait inconditionnel de Netanyahou, etc., a montré depuis à peu près un mois
prendre des distances sur des dossiers très sérieux. Les États-Unis ont négocié directement, sans même en avertir Israël, avec le Hamas pour la libération de l'otage israélo-américain. Ils ont fait un accord avec les Houthis du Yémen qui bombardent, qui tirent sur les navires en mer Rouge, que les navires occidentaux américains ne seront plus visés, mais cela ne concerne pas les navires israéliens qui continueront à l'être. Là aussi, ça a été un fait accompli dont les Israéliens n'étaient même pas au courant. C'est dans le bureau de Donald Trump que Netanyahou, en visite à Washington, a appris que Donald Trump recommençait les négociations avec l'Iran pour un accord sur le nucléaire. Il a reçu le nouvel homme fort de la Syrie, alors même qu'Israël continue à bombarder la Syrie. Donc tout ça, mis bout à bout, montre qu'il y a un sérieux contentieux entre Israël et les États-Unis. Et cela explique aussi pourquoi Netanyahou est quand même conscient du rapport de force. Donc même s'il y a les pressions de sa coalition, de l'extrême droite dans sa coalition, il faut aussi qu'il fasse attention. Oui, Netanyahou qui joue quand même son siège. Et vous faites bien de le dire, parce que beaucoup disent qu'il cherche à maintenir son pouvoir en Israël, surtout, et tout ça ne tient qu'à un fil. Juste une dernière question pour poursuivre cette conversation. Est-ce que vous disiez, on tourne le dos quand on est les États-Unis aujourd'hui à Israël. C'est vrai, Trump était au Moyen-Orient, et on va poser la question à Monsieur Jérusalemi qui nous attend en direct de Jérusalem. Bonjour, Raphaël Jérusalemi. Je voudrais qu'on prolonge ce que soulevait Marc Semo, c'était très intéressant. Il dit, voilà, on a les États-Unis qui tournent le dos à Israël. Négociation directement avec les Houthis pour arrêter les frappes sur les navires marchands, mais les Houthis qui peuvent frapper comme ils le veulent, s'ils le veulent, et ça s'est passé à Ben Gourion, l'État d'Israël. Trump qui négocie directement avec le Hamas la libération d'un otage israélo-américain. Trump qui discute directement avec l'Iran sur un accord nucléaire. Et Trump qui, dans l'avion, dit « les Palestiniens meurent de faim ». Est-ce que vous avez le sentiment, vu de Jérusalem, que les Américains vont accompagner Israël si d'aventure l'opération terrestre est lancée à nouveau dans Gaza? Oui, alors les Américains ont un agenda qui n'est pas toujours exactement le même que celui des Israéliens. Cela n'empêche pas que derrière, dans les coulisses, le soutien américain est extrêmement important. D'abord sur le plan des munitions, de l'armement dont les Israéliens ont besoin et qu'ils ont obtenu pour les opérations qu'ils vont mener. Il y a aussi une sorte de bénédiction tacite sur le plan géostratégique. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des différences, des divergences sur le plan, par exemple, de la stratégie adoptée par rapport au Hamas et à Gaza. Une sonnette d'alarme qui est tirée, à mon avis, à juste titre, sur le plan humanitaire, puisque même l'armée de Tsahal reconnaît qu'il faut recommencer à réapprovisionner Gaza en nourriture et en médicaments. Donc cette opération aura lieu. Il y a aussi des solutions qui ont été trouvées parce que le problème principal, c'était que le Hamas ne puisse pas s'accaparer ses ravitaillements. Et donc des solutions ont été trouvées en coordination et avec le soutien des Américains. Dans l'ensemble, tout ce que les Américains ont obtenu durant la visite de Donald Trump au Proche-Orient va bénéficier indirectement à long terme à Israël, inclut une possible normalisation avec l'Arabie Saoudite. Le seul point où le bas blesse, c'est probablement une négociation avec l'Iran que les Israéliens voient d'un mauvais œil, mais avec la possibilité pour les Israéliens d'attaquer d'ailleurs les Houthis du Yémen ou l'Iran librement, s'ils le jugent nécessaire, avec un soutien logistique américain. Si je vous écoute bien, Raphaël Jérusalemi, vous dites qu'à moyen terme, finalement, ce qui est en train d'obtenir par le commerce Trump au Moyen-Orient pourrait bénéficier à Israël. Question simple, est-ce que ça pourrait bénéficier à un Israël qui est dirigé aujourd'hui par M. Netanyahou, dont beaucoup d'Israéliens disent qu'il est dans une fuite en avant meurtrière, sans autre fin militaire que la poursuite d'une guerre sans fin à Gaza? Alors oui, il faut faire la part des choses entre l'État d'Israël, le peuple israélien et le gouvernement en place actuellement. Là, est-ce que c'est le gouvernement qui va être le mieux vu par l'étranger, par Washington ou par l'Union européenne? Probablement pas. En ce moment, il y a énormément de critiques par rapport à cette opération militaire, par exemple, renouvelée dans Gaza. Des critiques qui viennent aussi de l'intérieur. Il y a une division des opinions à l'intérieur même d'Israël, où on se demande si cette pression militaire, entre guillemets, va effectivement affaiblir le Hamas. Est-ce qu'il va effectivement
faire plier peut-être les dirigeants du Hamas pour une possible libération d'otages. Tout cela est mis en doute par beaucoup de gens. Et donc, la seule chose que je puis dire, c'est que, sans faire de politique, c'est que le gouvernement en place actuel, c'est le gouvernement. On est bien obligé de faire avec. Et donc, Donald Trump, qui est quelqu'un de la réelle politique, qu'il aime ou pas la position de Benjamin Netanyahou, va faire avec. Il fera pression là où il pense qu'il veut faire pression sur les Israéliens pour que ça aille dans le sens de la stratégie de Washington, et il laissera faire là où il pense qu'il peut laisser faire. Dans tous les cas de figure, Israël aujourd'hui est extrêmement dépendant, et encore plus que par le passé, de Washington, et je ne vois pas même Benjamin Netanyahou faire des écarts par rapport à ce soutien américain dont je viens de rappeler l'importance juste avant. Mais vous faites bien de rappeler également que Raphaël Jérusalemi, qu'Israël est une démocratie, qu'in fine c'est le peuple souverain qui vote, et a priori les élections générales elles sont en 2026. Donc là il y a un point que vous soulevez, mais c'est la question que je vous pose à vous, puisque vous faites état de débat à l'intérieur de cette société israélienne. Est-ce que de votre point de vue à vous, la solution militaire est la solution qu'il faut pour, du point de vue israélien, se débarrasser du Hamas ? Alors moi j'ai, comme beaucoup d'officiers supérieurs en active ou en réserve, des doutes par rapport à l'utilité d'une opération d'une si grande envergure. Je sais que l'objectif c'est le démantèlement du Hamas, mais ça peut se faire aux dépens de la libération des otages. L'objectif est différent de l'opération précédente, puisqu'il s'agit maintenant de découper en fait Gaza en 3 ou 4 régions séparées, ce qui empêcherait le Hamas de pouvoir coordonner sur toute la bande de Gaza, de pouvoir exercer son pouvoir, puisque le Gaza serait divisé donc en tranches, qui seraient sous le contrôle stratégique de Tsahal. Mais j'ai mes doutes. J'ose espérer, j'espère, je prie pour que cette offensive soit rapide et claire, et qu'il y ait peu de victimes de part et d'autre, et que peut-être que le Hamas pliera devant cette poussée militaire. Comme je le dis, moi personnellement j'ai mes doutes, mais je ne suis qu'une partie des écoles de pensée. D'autres soutiennent cette opération. Le chef de l'état-major de Tsahal, je pense qu'il est encore plus professionnel que je ne peux l'être, lui croit en cette opération avec c'est un ancien des blindés, et donc il donne à fond avec les blindés qui sont en train maintenant de rentrer dans Khan Younes au centre et dans Djebalia au nord. Donc l'opération a commencé. C'est une préparation, c'est une mise en place de corridors opérationnels, d'infrastructures qui vont permettre l'offensive massive qui est en préparation, et dont donc on espère qu'elle fera au moins un effet, un impact pour la libération des otages, qu'elle fera peur au Hamas, car sinon je ne sais pas trop à quoi elle va servir. Elle risque de prolonger, de faire durer la sauce, et alors là c'est très mauvais pour les otages. Merci infiniment Raphaël Jérusalemi. Je me tourne vers vous, Marc Semo, d'une question, et très rapidement, parce que malheureusement on va devoir interrompre cette conversation qui effectivement est accompagnée par des événements qui se précipitent au Proche-Orient, mais on a entendu les réserves de Raphaël Jérusalemi. C'est important ce qu'il nous dit. Vous la croyez, vous, cette solution militaire efficace à terme contre le Hamas ? La plupart des experts n'y croient pas. Donc la seule solution à terme, c'est celle de remettre une administration palestinienne en liaison notamment... Vous pensez seulement que le Hamas va abandonner les armes ? Non, justement. Pour le Hamas, il l'a montré jusqu'ici, comme dans tout conflit asymétrique, le simple fait de tenir et d'être encore là est déjà une victoire. Et cela au prix d'une tragédie humanitaire sans fin et d'un nombre innombrable de victimes, y compris parmi, et surtout parmi son propre peuple, les Palestiniens.